Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du chef des catholiques durant la guerre de religion qui ensanglante la France au XVIe siècle. Henri Ier, duc de Guise, est le principal opposant du roi de France Henri III. L'histoire de France regorge de trahisons, d'empoisonnements, d'assassinats. Le château royal de Blois est marqué par l'assassinat du duc de Guise, événement révélateur d'une époque troublée tant au niveau religieux que politique. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat du duc de Guise? Venez avec moi. Son nom est étroitement lié aux guerres de religion qui ont frappé la France au XVIe siècle. Né en 1550, Henri Ier de Lorraine, troisième duc de Guise, a été l'un des chefs catholiques les plus puissants du royaume de France. Fils de François Ier de Lorraine, chef militaire, et d'Anne d'Este, princesse de la cour, il n'a que 13 ans quand son père est assassiné par un protestant. Illustre cavalier, il fait ses gammes sur les champs de bataille, puis va s'employer à venger le meurtre de son père. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, jour du massacre de la Saint-Barthélemy, le duc de Guise, 22 ans, époux de Catherine de Clèves, qui lui donnera 14 enfants, s'impose comme l'un des leaders des catholiques. Il a reçu un héritage familial très important, explique Éric Duruot, docteur en histoire moderne et auteur d'une thèse consacrée à François Ier de Lorraine. Son père s'était déjà imposé comme le défenseur du catholicisme pendant la première guerre de religion 1562-1563. Le duc de Guise voulait perpétuer ce combat paternel. Lors de cette journée sanglante, il décide avec les autres chefs catholiques de supprimer les leaders huguenots. Les violences dégénèrent et 3000 protestants sont assassinés rien qu'à Paris. Au milieu du XVIe siècle, on compte environ 10% de protestants dans le royaume de France sur 20 millions d'habitants. Minoritaires, ils étaient alors plus influents que nombreux. Ils ont toutefois conquis les grandes familles de la noblesse, à commencer par les Bourbons. On date généralement du 1er mars 1562, le début des guerres de religion, avec le massacre de Vassy. Selon l'édit de janvier et 17 janvier 1562, les protestants n'ont le droit d'exercer leur culte qu'à l'extérieur des villes, dans les faubourgs. Ils sont pourtant une centaine réunis dans une grange au centre de la ville de Vassy, en Champagne. Le duc François de Guise, partisan d'un catholicisme intransigeant, donne l'ordre à ses troupes d'attaquer, tuant environ 80 personnes. La mort du roi Henri II, défenseur du catholicisme en 1559, a fait entrer le royaume de France dans une période troublée. Ses enfants sont encore tous mineurs et son épouse Catherine de Médicis exerce la régence lorsque son fils François II, 1559-1560, monte sur le trône de France. Ces années d'instabilité et d'affaiblissement du pouvoir constituent un terreau fertile aux tensions religieuses et au déclenchement des guerres de religion qui agiteront le royaume durant les derniers Valois, Charles IX et Henri III. La France connaît au XVIe siècle une fracture religieuse. La grande majorité du pays reste fidèle au catholicisme, tandis qu'une importante minorité rejoint la réforme. Le principe de coexistence de deux confessions dans le royaume se révèle inapplicable. La guerre n'a peut-être pas été évitée, signe de l'échec de la coexistence pacifique entre catholiques et protestants. 8 guerres vont se succéder sur une durée de 36 ans, entrecoupées de périodes de paix fragiles. Elle s'achève avec la signature par Henri IV de l'édit de Nantes 30 avril 1598, qui établit une dualité confessionnelle. À la tête d'un puissant clan aristocratique, Henri de Lorraine, duc de Guise, devient populaire pendant les guerres de religion en se posant comme le défenseur de la foi catholique. Après avoir participé au massacre de la Saint-Barthélemy 1572, il s'illustre à plusieurs reprises sur le champ de bataille en combattant les protestants. D'abord prince de Joinville, puis duc de Guise en 1563, il tient, en tant que membre de l'illustre maison de Lorraine, que grand maître et père de France, une place d'importance à la cour. Henri de Guise aspirait à réduire l'influence politique et réduire à néant la puissance du parti protestant en France, en vertu du principe de catholicité de la royauté, mais on ne peut exclure une ambition personnelle appuyée sur une logique de clan et une rivalité entre diverses factions proches du pouvoir et de la famille royale. Il mène alors un mouvement de fronde connu sous le nom de Ligue catholique ou Sainte Union. À ce titre, il signe le traité de Joinville avec le tout-puissant roi d'Espagne, Philippe II, en vertu duquel ce dernier apporte son soutien financier à la Ligue catholique. Il est l'un des promoteurs de l'édit de Nemours, 7 juillet 1585, par lequel Henri III révoque l'édit de pacification et relance la guerre contre les protestants.
Lors de la 8e guerre de religion, à la tête des troupes catholiques, Henri de Guise bat successivement les protestants à Vimory, 26 octobre 1587, puis à Ono, 24 novembre 1587. Il prend le contrôle de Paris après la journée des barricades le 12 mai 1588 et devient dès lors un adversaire défiant ouvertement le roi de France. Toutes ces menaces affaiblissent Henri III et le contraignent à signer l'édit d'union le 15 juillet 1588, par lequel le duc de Guise devient lieutenant général des armées du royaume de France. Le fait que le duc de Guise ait véritablement l'ambition de s'emparer du pouvoir reste toutefois un sujet de débat pour les historiens. Il n'en reste pas moins qu'aux yeux du roi, le duc de Guise devient à juste titre un rival à éliminer. Le 2 octobre 1588 débutent les états généraux au château de Blois. Cette stratégie renforce le clivage religieux. En 1584, Henri III, roi de la dynastie des Valois, sans enfant, désigne le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, pour lui succéder. Le duc de Guise réplique en créant la Ligue catholique, une formation composée de catholiques intransigeants. Son heure de gloire sonne en 1588, lors de la journée des barricades. Le 12 mai, le peuple de Paris se soulève contre le roi de France. Malgré l'interdiction de se rendre dans la ville, le duc se mêle aux Parisiens et mène la révolte. Il prend possession de la ville et provoque la fuite du souverain qui se réfugie à Blois. C'est l'apogée de sa puissance, mais elle sera très brève. Dans la foulée, il veut imposer à Henri III de signer l'édit d'union qui lui permettrait de devenir lieutenant général des armées du royaume de France. Devenu une menace pour le roi, il est convoqué le 23 décembre 1588 à 8 heures du matin par Henri III dans son cabinet vieux du château de Blois. C'est là que le duc de Guise tombe dans un guet-apens. Depuis 1498, le château de Blois est une résidence royale. Louis XII et François Ier en avaient fait un symbole de l'art français, mêlant tradition gothique et décor à la mode italienne. Attiré par les jardins du palais aménagés par Catherine de Médicis, Henri III y séjournait fréquemment. La salle féodale, édifiée au XIIe siècle, était l'une des plus majestueuses. De 20 mètres de longueur, son 40 mètres de large, elle accueillait alors la cérémonie de l'hommage vassalique rendu au comte de Blois. En 1576, Henri III y avait convoqué une première fois les États généraux. En 1588, la cité du Val-de-Loire lui restait fidèle tandis que Paris était dévoué à la cause d'Henri de Guise et à la Ligue catholique. Or, les ligueurs sont majoritaires parmi les députés du tiers-État et du clergé. Lorsque cette assemblée se réunit, il apparaît clairement qu'elle ne désire qu'une chose, contrôler plus étroitement encore le pouvoir. Le 18 octobre 1588, le roi doit promettre que les décisions prises unanimement par les trois ordres deviendront des lois du royaume. C'est une rupture institutionnelle décisive à laquelle il a été obligé de se soumettre. Il tient Henri de Guise pour responsable de cet affront à son autorité royale. Il décide donc, quelques semaines plus tard, de se débarrasser de lui ainsi que de son frère, le cardinal de Lorraine. Au petit matin du 23 décembre, dans le château de Blois, les 45 piègent le duc. Le prince a répondu à une convocation royale. Alors qu'il pénètre dans le cabinet du Valois, l'un des gardes lui saisit le bras et le frappe d'un coup de poignard. Un autre lui bloque les jambes, tandis qu'un troisième lui porte le coup décisif à la gorge. Loignac l'achève en lui enfonçant son épée dans les reins. Le cardinal Louis de Lorraine, entendant les appels de détresse de son frère, se précipite dans les appartements du roi, mais il est aussitôt arrêté. 3 soldats l'exécutent le lendemain. Ensuite, les ligueurs les plus impliqués sont capturés. Cependant, malgré le coup d'État royal, les États généraux continuent à constituer une force d'opposition. Ils sont clos le 16 janvier 1589, dans un indescriptible chaos politique. Les uns lui saisissent les deux bras, d'autres lui tirent son épée et poignard, un lui lance un coup de poignard dans la gorge. La scène se déroule au château de Blois au petit matin du 23 décembre 1588, en pleine guerre de religion en 1562-1598. Au seuil du cabinet du roi, Henri de Guise, chef du parti catholique et cousin du souverain, tombe dans un guet-apens. Les 45 hommes de la garde personnelle d'Henri III se jettent furieusement sur lui. Soudain, le roi apparaît, l'épée nue au poing, aborde ce corps déjà transi et d'une voix transportée et d'une action pire que celle d'un démoniaque, frappant du pied sur l'estomac, sur la gorge et sur la face de ce pauvre prince. Lui disait: « Nous ne sommes plus deux, je suis roi maintenant. »
Le lendemain, Louis, cardinal de Guise, archevêque de Reims, frère d'Henri de Guise, sera lui aussi exécuté. Ce récit du meurtre de Blois, c'est au rédacteur anonyme d'un pamphlet catholique intitulé Le martyre des deux frères que nous le devons. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 4 avril 1588, Christian IV succède à Frédéric II comme roi de Danemark et de Norvège. Son règne prendra fin en 1648. Un conseil de régence gouverne au Danemark jusqu'en 1596. Le 9 mai, l'invincible armada envoyée par l'Espagne contre l'Angleterre reçoit l'ordre de quitter le port de Lisbonne. L'armada est détruite au large de Gravelines en Flandre par la flotte anglaise les 8 et 9 août. Philippe II, roi d'Espagne, envoie son invincible armada pour débarquer l'armée de 19 000 hommes d'Alexandre Farnèse stationnée aux Pays-Bas. En Angleterre, afin de punir la reine Élisabeth Ier de l'exécution de Marie Stuart, sa cousine, et de rétablir le catholicisme comme religion d'État. La flotte quitte Lisbonne le 18 juin sous la direction du duc de Medina Sidonia. Départ de la Corogne le 12 juillet. L'armada entre dans la Manche le 28 juillet et jette l'ancre au large de Dunkerque et de Calais. Tempête, harcèlement des marins anglais, Sir Francis Drake, Hawking, Riley refusent l'affrontement direct en dirigeant sur l'armada des navires enflammés. Retard des renforts d'Alexandre Farnèse font échouer l'expédition de l'invincible armada. Le 1er octobre 1588, Charles-Emmanuel Ier de Savoie, allié de Philippe II, conquiert le marquisat de Salus, allié de la France. Comme on l'a vu, au matin du 23 décembre 1588, le duc de Guise, principale figure de l'opposition ligueuse et chef du parti catholique, est assassiné au château de Blois sur ordre du roi Henri III. Son frère, cardinal et archevêque de Reims, Louis de Lorraine, connaît un sort identique le lendemain, le 24 décembre 1588. Le Val-de-Loire est mêlé à un épisode tragique des guerres de religion. L'année suivante, le roi tombera à son tour sur les coups d'un moine vengeur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.